Expédition, le podcast d'Expecube. Tahar est le chef d'expédition de notre prochaine ultra-aventure au Mont Logan. Le Mont Logan étant le plus haut sommet du Canada. Récemment, Tahar est parti dans le Yukon pour faire une reconnaissance terrain, mais surtout pour aller rencontrer 2 communautés des Premières Nations. Nous avons donc profité d'un moment en sa compagnie pour lui poser quelques petites questions. Salut Tahar, tu avais été l'invité de notre premier podcast, donc je suis ravi de te retrouver ici pour cette deuxième interview. La première, c'était un échange surtout sur ta carrière d'alpinisme, donc on avait parlé de Mont Blanc, d'Everest, de Kilimandjaro et d'un futur projet notamment qui devait t'emmener au Canada au Mont Logan. Déjà, première question, comment vas-tu ? Eh bien écoute, je vais très bien. Ça va, c'est la grande forme. Tu vois, on se voit. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Grande forme physique, grande forme morale, donc ça va. Peux-tu nous expliquer les détails de cette expédition canadienne ? Sur cette expédition, on avait décidé de la faire en 2 temps parce que ça nous semblait important de prendre notre temps. On voulait prendre le temps de faire les choses bien. Pour la simple et bonne raison que on voulait aller à la rencontre des gens avant de faire cette expédition. Et je sais pas si vous avez eu la chance d'aller sur le site d'Expecube, mais on a commencé un peu à expliquer comment se passait cette expédition. Une première phase qui s'appelait la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle permettait d'aller à la rencontre des habitants du Yukon, plus précisément des gens qui vivent au pied du Mont Logan. Et dans un second temps, de faire cette expédition sur l'année 2023. Jusque-là, on a fait notre reco et la reco s'est super bien passée. On a pris du plaisir pendant une quinzaine de jours à rencontrer les habitants, les populations des Premières Nations. Et ça a été très inspirant. Ça a été aussi, ça nous a aussi permis de recentrer le projet, de revoir notre ligne directrice. Pas grand-chose qui a changé, mais ce genre en fait de rencontre permet aussi de se recalibrer. Du coup, cette reconnaissance, elle a eu lieu en juin, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Juin 2022, ouais, tout à fait. Et quels étaient les objectifs principaux en partant pour cette reconnaissance et qu'est-ce qui en a découlé justement après y être allé ? En fait, tout le questionnement, si on revient sur la genèse de ce projet, le questionnement c'était de se dire pourquoi, quand je vais grimper un sommet dans l'Himalaya, je vais demander une permission, une bénédiction, j'attends qu'il y ait une puja, toute une cérémonie qui me permette et qui m'autorise à grimper. Et pourquoi quand je vais le faire diamétralement opposé dans l'Ouest canadien, je ferai pas cette démarche-là. Et en fait, la première démarche, c'était de demander l'autorisation, la bénédiction. On peut appeler ça comme on veut. Chacun donne le nom à ce rituel comme il en a envie. Mais c'était de demander l'autorisation aux Premières Nations de rentrer chez eux, de pouvoir aller sur ce glacier, de pouvoir grimper ce sommet. C'est-à-dire que culturellement, ça se fait beaucoup dans l'Himalaya, par exemple, avec les bénédictions, et peu avec, par exemple, les communautés. Peu ou pas du tout. Ça ne se fait même pas. D'accord. Voilà. Pendant cette reconnaissance, toi, tu es allé à la rencontre de certaines des communautés. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, qui tu as rencontré Bien sûr. On était 2 sur cette phase de reconnaissance. Il y avait Annie-Claude qui était avec nous pour toute la partie photo, vidéo, mais qui a aussi grandement contribué à la mise en relation avec des personnes du territoire. Comment ça s'est passé ? C'est un peu dur par moment d'arriver sur un territoire qui est quasiment ou un peu plus grand que la France, avec environ 40 000 habitants. On peut pas frapper à toutes les portes, puis on peut pas arriver en criant je cherche à parler à. C'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de recherche, de réseau, de contacts. On a la chance, même si le territoire il y a pas beaucoup de monde et très vaste, eh ben on arrive facilement à faire des connexions. Le monde de la montagne a cette richesse-là, c'est que ça reste un petit milieu. Donc on a réussi à trouver les bonnes personnes ressources pour discuter avec des personnes des communautés.
Ok. Et du coup, les bonnes personnes ressources, comme tu dis, je sais que tu as rencontré un certain Ron Chambers. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Je sais pas si je pense qu'on a tous eu à peu près cette chance-là, et si vous l'avez pas eu, en tout cas, c'est un moment à faire. Moi, j'avais l'impression de discuter avec mon voisin de palier ce jour-là, dans le Yukon, au pied du Mont Logan. J'ai été convié chez Ron pour discuter. On savait pas de quoi on allait discuter. Moi, j'avais une volonté première, c'était de demander cette permission. Mais au fil de cet échange, de ces échanges, ça m'est carrément passé, ça m'est sorti de la tête, même si j'ai fini par lui poser cette question. Mais parce que en fait, ils ont cette transmission de l'histoire par l'oral, et j'ai passé peut-être 5 ou 6 heures, si ce n'est plus, à l'écouter. Sans un verre d'eau, sans un café, sans rien, juste à l'écouter, à discuter, à essayer de comprendre. Parce que le but premier, en fait, de cette expédition, c'est aussi de comprendre ces personnes-là qui vivent sur le territoire, qui évoluent avec le territoire, qui évoluent avec le glacier, pas avec la montagne. Pourquoi ils font dans ce sens-là et pas dans l'autre? C'est tous ces questionnements-là, ça vient bousculer un peu l'ordre établi de notre pratique de l'alpinisme. Qu'est-ce qui en est ressorti un peu de cette discussion? Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire à lui? Bien sûr. Un peu particulière, notamment avec le Mont Logan. Bien sûr. Donc le Mont Logan se situe très précisément dans le parc du Kluane. Et ce parc est géré par le territoire canadien, tant sur le plan accès que sécuritaire. Et Ron avait il avait cette casquette de venir au secours des alpinistes ou des expéditions qui étaient en mauvaise posture. Donc il avait été formé pour, préparé pour, et il avait cette particularité d'être une personne des communautés autochtones. Donc il évoluait dans cet environnement-là, alors que la communauté en tant que telle ne le fait pas de prime abord. Et au fur et à mesure des discussions, des échanges, il finit par nous livrer qu'il est devenu un peu contre son gré, sans forcément l'avoir choisi, le premier autochtone à avoir gravi le Mont Logan. Et donc il nous raconte les différents secours, les différentes expéditions, différentes rencontres, accidents, etc. On a parlé d'hélicoptères parce que c'était très drôle, parce que les hélicoptères qu'ils utilisaient étaient fabriqués, c'est les hélicoptères Alouette qui étaient utilisés en France pour faire du secours, c'était exactement les mêmes qui étaient utilisés là-bas pour faire du secours. Donc on a beau être très loin géographiquement, on a beau être très loin dans l'âge, clairement avec Ron il y a un gap générationnel, il y a un gap culturel, tout est réuni pour pas qu'on se rencontre, tout est réuni pour pas qu'on communique, et in fine on se retrouve dans son garage avec du matériel d'alpinisme, du matériel de pêche, tout ce qu'on peut retrouver dans le garage de monsieur et madame tout le monde, et on se retrouve à parler de montagne, de secours en haute montagne, du Mont Logan, de son histoire. Parce que oui, on parle de montagne, mais surtout on parle de son histoire à lui en tant que homme autochtone, comment il est vu par les gens de son territoire, comment il est vu de l'extérieur, quelles sont ses activités professionnelles, ses activités personnelles. Il parle de sa vie de famille. Donc là, on est plus dans juste la relation, je dirais rencontre cordiale professionnelle. Là, on rentre dans l'intime des gens. Ça devait être une rencontre hyper inspirante. Comment est-ce que lui, il a réagi quand justement tu lui as posé cette fameuse question qui est la base de ton projet? Eh bien, il m'a répondu il m'a dit qu'il allait me répondre pas de façon favorable ou défavorable, mais qu'il allait me raconter une histoire. Okay. Et il m'a raconté l'histoire d'un événement sportif qui a eu lieu non pas en montagne, mais sur les rivières. Et les rivières ont une beaucoup plus grosse importance dans l'histoire des communautés parce que elle est source de transport, elle est source d'alimentation par rapport à la pêche, etc. Donc la relation aux rivières est beaucoup plus importante. Il y a eu un gros événement sportif, c'était une descente de rivière, etc. Et ce qui l'a heurté, et je pense que ça l'a heurté au plus profond de lui-même, c'est que personne ne s'est soucié
des communautés lorsqu'ils sont venus faire cet événement. Ils sont venus faire leur événement, ça a été beaucoup médiatisé, il y a eu beaucoup de monde, etc. Mais c'était un peu les laissés pour compte du territoire. Et forcément, ils le vivent de façon très violente. Si ce monsieur d'un certain âge prend le temps de me raconter ça, c'est que au plus profond de lui, ça l'a perturbé. Peut-être que ça a moins perturbé les plus jeunes, mais en tout cas, ou pas, parce que dépendamment de comment on est ancré à son territoire, on est heurté ou pas. Ron, c'est ce qu'il a retenu. Ce qu'il a retenu, c'est que c'était des laissés pour compte, on les a pas sollicités, on leur a pas demandé ni l'autorisation, ni on leur a rien demandé. Donc ils ont subi de plein fouet cet événement, qui aurait pu les mettre en avant aussi, mais ça n'a pas été le cas. Et il m'a répondu, à la fin de cette histoire, il m'a dit que il était très touché par cette démarche, que jusqu'à présent personne l'avait sollicité ou personne les avait sollicités de venir chez eux sur le territoire, et qu'il en parlerait aux autres membres de la communauté, et que c'était pas à lui en tant que Ron Chambers propre, enfin son nom propre, de prendre une décision, mais que évidemment la démarche, il était très touché par cette démarche. Et toi, quelle va être ton approche par la suite, du coup, peut-être pour... parce que tu disais que sur des événements sportifs, ils n'étaient pas forcément approchés, ouais. Ou ils n'avaient pas besoin... Enfin, on leur demandait pas leur avis. Quelle va être, toi, la suite avec eux, justement, que tu imagines et que tu aimerais bien mettre en place? Justement, tu vas sur le bon sujet, c'est-à-dire que nous, on voulait les inclure. On voulait les inclure. On a demandé à rentrer sur leur territoire, et en faisant cette démarche, on leur a fait une proposition, c'était de dire, si un jeune ou une jeune de la communauté se sentait à l'aise, avait envie, surtout c'est le principal, c'est l'une des choses les plus importantes, si elle avait envie de prendre part de façon active à l'expédition, qu'il serait ou elle serait le bienvenu. Et Ron, parce que ça reste évidemment une petite communauté, a tout de suite pensé à un ou une jeune qui serait en mesure de nous suivre et qui serait sensible. Et évidemment, on est dans une période où on parle de résilience, de transmission, mais je pense qu'effectivement, c'est important on continue, enfin en tout cas qu'ils continuent à transmettre leur savoir aux plus jeunes, et essayer de comprendre aussi pourquoi en fait nous on a cette volonté de grimper des montagnes et pourquoi eux ils veulent pas la grimper. C'est la compréhension, elle est pas que dans un seul sens. D'accord. Donc c'est de cette façon-là que on a proposé à ce qu'un jeune puisse participer à cette expédition. D'accord. Okay. On a également proposé à Ron de participer à cette expédition. Ce sera à la hauteur de son âge, et voilà. Ok. Je crois savoir aussi qu'il y a peut-être un documentaire qui se ferait sur cette expédition. Ouais. Même si je pense qu'on a bien compris tout ce que tu disais, quelle valeur est-ce que tu veux mettre en avant? J'imagine plutôt le côté des communautés autochtones sur place. Ouais. J'aime beaucoup les films de montagne, mais l'idée c'est pas de faire un film de montagne, c'est de faire un film d'humain en montagne. Peut-être que ça paraît bête ce que je dis, mais moi ce que j'ai envie c'est qu'on donne la parole. Alors ils ont pas besoin de moi pour la prendre, mais quitte à monter un projet, quitte à aller jusque là-bas, autant que ce documentaire serve de porte-voix pour les communautés du territoire du Mont Logan. Il y a plusieurs communautés qui vivent autour du Mont Logan. Je pense que c'est important qu'on leur donne la parole et qu'ils racontent leur histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de communautés justement des Premières Nations. Toi, tu as rencontré lesquelles? Donc nous, on a rencontré la communauté Champagne-et-Jacques et la communauté Cluane, qui sont les deux plus proches du Mont Logan. D'accord. Et qui ont un lien vraiment particulier du coup avec le Mont Logan? Ils ont un lien très particulier avec le glacier, mais pas le sommet en tant que tel. D'accord. Ok.
Et justement, quel est leur rapport avec un peu tout ce qui est environnemental, l'environnement qui les occupe? Quelle est un peu la différence entre les deux cultures à ce niveau-là? C'est que eux, leur vie est tournée vers l'environnement et vers le territoire. On va pas se mentir, on est en 2023. Aujourd'hui, ces personnes vivent comme vous et moi. Ils vivent dans des maisons, dans des appartements. Ils se déplacent en voiture, en motoneige, etc. La seule différence est qu'ils sont très ancrés sur leurs racines et sur l'histoire de leurs ancêtres. Et c'est ça qu'ils veulent surtout pas oublier. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas effacer. Ces deux communautés, ces communautés qui vivent autour là, dont on a cité le nom, autour du glacier du Mont-Logan, se servent des lacs, des rivières pour vivre, pour manger, mais aussi pour transmettre leur histoire à travers des canoës, à travers des sculptures. Comme je le disais plus tôt, c'est une histoire de transmission orale. Donc c'est aussi grâce à ça qu'ils arrivent avec le territoire à raconter leur histoire aux plus jeunes. D'accord. Et dans un précédent podcast, moi j'avais interviewé un journaliste de TrekMac qui s'appelait Volodia, qui avait traversé le Yukon en canoë pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et lui, il avait été choqué par justement cette certaine pauvreté qu'il y a avec les habitants qui longent le Yukon. Est-ce que toi, tu as vu un peu cette partie-là? Il avait été notamment choqué par tout ce qui était alcoolisme, etc. Est-ce que tu as eu... J'ai directement pas été confronté à ce genre de situation. Je pense que la misère sociale, la détresse, ces détresses sociales et humaines, on les retrouve malheureusement partout dans le monde. Elles sont pas propres au territoire du Yukon. Elles peuvent être, je pense, exacerbées par des questions de météorologie environnementale parce que le territoire est hostile météorologiquement, mais j'ai pas été confronté directement à ça. D'accord. Et on doit souvent te poser la question, mais au-delà du fait de tout ce qui est humain, le côté humain, qu'est-ce qui te donne envie de gravir les sommets? Parce que toi, tu es un alpiniste, tu as gravi l'Everest, le Mont Blanc, le Kilimanjaro, enfin plein d'autres choses. D'où te vient cette envie-là? C'est sûr que si je parle de sentiments et d'émotions, là-bas, elles sont exacerbées. Mais évidemment, aller grimper une montagne tout seul, aujourd'hui, c'est pas forcément un réel plaisir. Par contre, partager ce moment avec des personnes, c'en est un. Rentrer à la maison, le partager avec le plus grand nombre, c'en est aussi un. Je citerai Kevin qui a traversé Meaux, qui dit que grâce à ce genre d'expédition qu'on fait, qu'on partage, on permet de faire rêver aussi un peu les autres. Et je finis de le citer. Il m'a dit qu'on pouvait rêver aussi par procuration, et si on peut continuer à faire rêver les gens et aussi servir de porte-voix à d'autres, je pense que c'est là où je prends tout mon plaisir en montagne. Le sommet du Mont Logan, il est situé dans un endroit hyper sauvage. Ouais. Il y a seulement une 50aine de personnes qui font le sommet chaque année. Ouais. Je sais que c'est interdit aussi de le faire en solo. Ouais. J'imagine que c'est un sommet donc difficile et sûrement très dangereux. Quels en sont les risques et comment fais-tu pour les appréhender? Alors, je vais me permettre un chiffre. Globalement, c'est même voire moins d'une cinquantaine. Ils délivrent à peine, je crois, 20 ou 30 permis dans l'année. Et puis, versus les permis délivrés, les gens qui arrivent au sommet, on arrive des fois avec 5, 6, voire 10 personnes, grand max, à la saison. Et puis la saison, la fenêtre météorologique pour faire le Mont Logan est relativement courte. Elle se situe entre mai et début juin. Avant, il fait beaucoup trop froid. Après,
les ponts de neige sont pas assez solides, c'est trop crevassé, et donc le terrain devient encore plus accidenté qu'il ne l'est déjà. Oui, ça reste une expédition particulièrement engagée. Elle n'est pas, dépendamment de la voie qu'on fait, c'est toujours pareil. Il peut y avoir des voies très techniques, très engagées. Il peut y avoir des voies moins techniques, mais tout aussi engagées. C'est aussi ça la richesse de la montagne, c'est que sur un même objectif, on va pas retrouver le même terrain. D'accord. On peut prendre la face du Mont Logan, il va y avoir 15-20 voies pour faire son ascension. Les 15-20 voies seront totalement différentes. Le matériel utilisé sera totalement différent. Voilà. Enfin, à chaque voie, sa difficulté, je dirais. L'une des difficultés est forcément l'isolement. On est sur une expédition où on peut pas avoir oublié du matériel. On peut pas avoir oublié un peu de nourriture ou un peu de gaz. C'est aussi ça qui complexifie cette expédition. On est largué sur le glacier par un petit avion et que l'on revoit 3 semaines après globalement. Donc il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça. C'est-à-dire que le retour c'est forcément du secours ou c'est un arrêt d'expédition. Mais c'est pareil, ça complexifie vachement les choses. Donc les dangers inhérents à cette expédition sont forcément les dangers inhérents à l'alpinisme en règle générale. Tout ce qui est terrain crevassé, on va respecter les mêmes règles d'encordement, à la différence que là on va avoir une luge où on va traîner notre matériel, donc la charge est beaucoup plus lourde. La progression se fera en ski ou en splitboard. Donc dans la gymnastique au niveau de la tête, dans le cerveau, elle est bien plus complexe. Donc comment on se prépare? On se prépare aussi, on se prépare en faisant des reconnaissances terrain, en faisant des échanges, en demandant des retours d'expédition, en contactant des gens comme Elias Milriou qui nous a donné tout son feedback sur son expédition au Mont Logan, en discutant avec les gens du territoire, en discutant avec des guides locaux. Je pense que c'est aussi ça la préparation. Et si je peux parler de succès, parce que je te dirais que le succès d'une expédition, sommet ou pas sommet, ce serait toujours de rentrer à la maison. Mais je pense que plus tu maîtrises de facteurs, en tout cas tous les facteurs sur lesquels tu peux influer et tu les maîtrises, plus tu as de chances de réussir cette expédition. D'accord. Et justement, pour se mettre bien en tête comment va se passer l'expédition, tu nous disais que c'était en ski de rando ou alors en speedboard. J'imagine qu'il va aussi y avoir des bivouacs que vous allez installer, que vous allez monter par palier. Est-ce qu'il va y avoir un peu comme avec l'Everest, un moment on monte, puis on redescend, puis pour l'altitude, etc. Comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là? Ça va ressembler globalement à ce que tu décris. Comme type d'expédition, à la différence que là tu es 100% dans la neige du début à la fin. Alors il y a des côtés c'est très facile et très cool parce que ça en est agréable d'être dans la neige tout le temps. Mais si on resitue géographiquement en fait ce sommet, il est très au nord, très proche du pôle, très proche de l'Alaska. Et on est sur une météo qui est assez compliquée. Donc les progressions, elles peuvent par moment ne pas se faire parce que si on est pris soit dans un jour blanc, soit dans une tempête, effectivement on a posé notre tente puis on n'en bougera pas pendant un jour, 2 jours, la durée de la tempête. Donc effectivement le conditionnement et l'avancée de l'expédition est très tributaire de la météo. Du coup, l'expédition, elle est prévue pour mai 2024, mai-juin 2024, c'est la fenêtre météo à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà commencé, toi, ta préparation physique? J'imagine que tu fais de la montagne très régulièrement, mais est-ce que tu as une préparation physique vraiment spécifique pour cette expédition que tu vas mettre en place ou que tu as déjà mis en place? En général, à partir du moment où je commence à préparer une expédition, je rentre dans une espèce de routine de préparation physique. Et cette routine, en fait, on va chercher à monter en compétences et pour avoir de meilleures capacités physiques.
Pour la simple et bonne raison, comme je te disais, l'aspect physique, on peut le maîtriser. Donc, si on peut le travailler en amont, c'est évidemment un plus. Et puis, je pense que c'est vraiment nécessaire. Je dis pas que tout tient sur le physique, et évidemment, c'est pas là, mais si on n'a pas de fatigue, si on n'a pas de fatigue physique, on n'a pas de fatigue musculaire, on apprend à gérer son effort, etc. C'est toujours ça de gagner là-haut. Et puis, peu importe l'expédition. Je pense que c'est une règle qui va sur toutes les expés. Moi, je me suis toujours préparé. J'ai toujours eu un ami, un coach, tu l'appelles comme tu veux, qui s'appelle Vincent Luneau, avec qui on fait un peu de montagne, avec qui on court. Et donc lui est toujours là en fait pour me faire ma prépa physique. D'ailleurs, on a décidé de partir sur un projet plutôt branché trail longue distance sur l'année 2023. On s'en parlera plus tard, mais voilà, une petite aventure commune. Oui, préparation physique, préparation technique, c'est le secret, je pense, d'une bonne approche de l'expédition. Ok. Du coup, j'avais une autre question. Je voulais savoir comment est-ce qu'on prépare un tel événement, une telle expédition, mais plutôt d'un point de vue logistique, financier, parce que c'est des questions qu'on aborde peu ou pas forcément, mais qui fait partie, j'imagine, de ton quotidien avant l'expédition. Effectivement, sur une expé comme ça, le matériel en tant que tel est un matériel de qualité. On va dire que c'est vraiment nécessaire. Avant même ne serait-ce que de parler de matériel, de financier, je pense que c'est l'entourage qui te soutient qui est déjà primordial. Si quand tu commences à monter un projet, que tu as une idée, que tu commences à l'écrire et tu t'en parles autour de toi, et que les gens autour de toi sont là à te dire waouh, c'est génial, ça donne envie, je fais pas de montagne, mais putain, j'aimerais faire de la montagne. Puis en plus, après, quand tu as la chance d'avoir tes potes d'Expecube qui sont là pour te dire putain, vas-y, le projet c'est génial, on embarque, forcément, en fait, après, c'est pas un tapis rouge, parce que effectivement, tout n'est pas simple. Mais forcément, quand tu as des gens qui sont dans le voyage, dans l'expédition, etc., qui sont convaincus, ne serait-ce que quand tu leur parles du projet en 3 lignes, en 3 mots, tu te dis que ok, ce que tu essayes de faire, ça a du sens. Puis peut-être que, en tout cas, c'est comme ça que je conçois aussi la montagne. C'est toujours de donner du sens à ce qu'on fait. J'ai pas de plaisir à faire de la montagne sans sens. Donc oui, la logistique, le soutien est important. Le soutien financier, partir sur une expédition comme ça reste onéreux, tant sur le plan déplacement que sur le matériel sur place, que sur le consommable. En consommable, je vais parler de la nourriture proprement dit. Donc ouais, ça représente quand même un gros billet. Donc oui, tu vas chercher des équipementiers. On a des super ententes avec Samaya qui nous met à disposition des tentes. Puis tu vois, j'ai beaucoup aimé l'entente qu'on a avec Samaya, c'est que d'emblée ils ont dit nous on fait pas de dons, nous on prête sur les périodes où vous avez besoin. Puis en fait j'ai trouvé ça bien plus cool que d'avoir en fait une tente. Alors peu importe le prix, ça coûte cher, etc. Mais d'avoir une tente en fait qui va dormir 200 jours par an dans une maison versus une tente qui est prêtée en one shot quand t'as besoin et en fait qui va servir à 10, 15 voire 20 expéditions. Et donc en fait je trouve que le principe est génial dans une période où on essaye de faire des gestes sur le plan écologique, sur le plan économique aussi. Donc déjà je trouve ça cool. Après tout se prête pas. Ça marche pour le matos collectif, le matos individuel c'est peut-être un peu plus compliqué de prêter une paire de chaussures. Et ça se comprend. Donc tu vois sur la partie chaussures, on a une entente avec la Scarpa, du coup qui nous met à dispo des chaussures de ski, des chaussures d'alpi, et ça c'est un régal. Franchement, t'évolues dans des conditions ultra confortables. Donc voilà. Après, tu cherches toujours du financement parce que une roco ça coûte de l'argent, mais
mais j'ai jamais voulu que l'argent soit au centre d'un projet. Voilà. On peut pas, on n'a pas le choix que de composer avec ça. Il nous en faut. Mais je pense qu'on arrive toujours à trouver des ententes, soit avec des marques, soit avec des équipementiers, pour financer à droite à gauche des petits bouts. J'ai pas cette chance d'avoir un mécène ou d'avoir un sponsor unique qui paye toutes mes lubies. Puis je sais pas si ça enlèverait peut-être pas un peu de charme à la difficulté à la difficulté de l'expédition, parce que pour citer quelqu'un qui m'est proche, avant l'expédition sur un sommet, il y a une expédition beaucoup plus secrète, beaucoup plus intime, qui est parfois beaucoup plus palpitant, plus dur, plus source d'anxiété, parce que quand il te manque 1000 ou 2000 balles pour finir un budget d'expédition, bah voilà, c'est et après quand tu arrives sur ton expé, bah tu sais quand tu t'es bien préparé, tu sais à quoi entre guillemets à quoi t'attendre. Donc écoute, moi, je trouve qu'il y a un plaisir à faire les deux, à aller rencontrer des gens. Puis, c'est pareil, je reviens peut-être à la même chose, ça permet de rencontrer des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit oui, qui te dit non, bah, c'est pas grave. Il te dit oui, tant mieux pour toi. Il te dit non, bah, au moins, t'auras partagé un café avec cette personne-là. Puis, t'en sauras plus sur la marque, t'en sauras plus sur la personne. Puis, c'est pas lui qui va t'ouvrir la porte, mais c'est son copain parce que lui, le timing est pas bon. Et en fait, c'est toujours une histoire d'humain. Ouais, ça peut amener d'autres choses par la suite ou même sur d'autres projets. C'est ça. Très bien. Eh ben, un grand merci en tout cas, Tahar. Je t'en prie. D'avoir répondu à toutes nos petites questions. Avec plaisir. Et puis, de toute façon, on se retrouve très bientôt. Eh ben, je vous souhaite le meilleur à toutes et tous et je vous souhaite surtout de très bons vœux pour l'année 2023. Merci beaucoup. C'était Expédition, le podcast de Expecube. À très vite pour un nouvel épisode.